Bonsoir, suivez-moi. On va tenter d'interviewer la patronne en France d'un des plus grands cabinets de conseil au monde. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ce soir, Cash Investigation enquête sur McKinsey. Bonjour, Élise Lucet, Cash Investigation, France 2. Je voulais vous poser des questions. Je suis attendue, là. Oui, mais nous, on vous attend depuis des mois, donc je voudrais vraiment que vous répondiez à cette question. Ça fait un petit moment que vous nous en parlez sur les réseaux sociaux. On attend toujours le Cash Investigation sur McKinsey. Si vous êtes en quête d'un sujet pour Cash Investigation, vous avez de quoi faire avec McKinsey. Je compte sur vous. McKinsey, tout le monde a découvert ce nom pendant la crise sanitaire. De vaccination. En l'occurrence, le gouvernement a sollicité un cabinet de conseil en stratégie, le cabinet McKinsey, sur la logistique, l'approvisionnement et la distribution de vaccins. Mais au fait, c'est quoi McKinsey? Boîte à questions McKinsey, première. Quand McKinsey débarque dans un ministère ou une entreprise, c'est pour rédiger des rapports, bourrés de conseils. Ces consultants, surdiplômés, bossent jour et nuit pour apporter rapidement des réponses aux problèmes des grands patrons et des chefs d'État. Pour ces missions de quelques semaines, ils sont payés à prix d'or. McKinsey est numéro 1 mondial parmi tous les cabinets de conseil. Son chiffre d'affaires, 15 milliards d'euros en 2022. Son surnom, la firme. J'étais vraiment surprise parce que c'était juste des gens sympas. Sauf que ces gens sympas se retrouvent au cœur d'un scandale d'État lors de la présidentielle de 2022. Les liens entre le président Macron et la firme sont révélés. McKinsey devient l'affaire McKinsey. Un mot sur ce sparadrap que vous ne parvenez pas à décoller en cette fin de campagne, l'affaire McKinsey. Le gouvernement a fait appel au cabinet de conseil McKinsey. Vous avez entendu évidemment toutes les révélations autour de l'affaire du cabinet McKinsey. Non mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. McKinsey est désormais au cœur de 3 enquêtes judiciaires en France. Dans le premier chapitre de notre histoire, nous allons vous révéler comment plusieurs consultants de McKinsey se sont mis gratuitement au service d'un homme pour l'aider à conquérir l'Élysée en 2017. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Et surtout, personne ne connaissait alors les liens entre Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey. Vive la France! Leur relation débute quelques années plus tôt. Allez, pour cette enquête, on sort les grands moyens. La DeLorean, la super voiture à remonter le temps, rien que ça. En route pour l'année 2007, nom de Zeus! Wouh! Nous voici maintenant dans la cour de l'Élysée, avec Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu. Il veut relancer l'économie. Et pour cela, il demande à Jacques Attali de créer une grande commission. Syndicalistes, économistes, chefs d'entreprise, et parmi eux, le directeur de McKinsey France, Éric Labaille, qu'on voit ici salué par Nicolas Sarkozy. Éric Labaille va mettre gracieusement à disposition de Jacques Attali 4 consultants de la firme.
On a auditionné 400 personnes. C'était un travail gigantesque, cette commission. Donc, cette main-d'œuvre de haut niveau intellectuel a été plus que bienvenue. Ils sont capables d'analyser très rapidement ce domaine qu'ils ne connaissent pas. Ils sont capables de faire une comparaison avec ce qui se fait à l'étranger. Alors, si on dit on voudrait tenter telle réforme, pouf, ils vous sortent très vite. Cette réforme a eu lieu dans tel pays, elle a marché, elle n'a pas marché. Voilà. Donc, ça fait gagner du temps. Pour faire la synthèse des débats, Jacques Attali a besoin d'une plume. Il choisit un jeune inspecteur des finances. Vous le reconnaissez? Là, derrière son mentor. J'ai demandé à l'inspection des finances de me fournir une liste de gens disponibles. Et pour moi, le meilleur d'entre eux, en termes de compétences techniques, c'était Emmanuel Macron. Il avait une compétence technique exceptionnelle. On s'est réunis des week-ends entiers pour relire le texte et pour l'amender. Et Emmanuel a écrit la moitié du rapport. Pour la première fois, Jacques Attali accepte d'en dire un peu plus sur le lien qui s'est alors noué entre les consultants de McKinsey et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est là que la connexion se fait entre Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey? Oui, sans doute, puisque je réfléchis en vous parlant, parce que Emmanuel travaillait avec des consultants de McKinsey qui l'aidaient, puisqu'ils m'aidaient, à préparer le rapport. Donc je suppose qu'ils se sont connus à cet endroit-là. La commission, ça a été aussi un lieu où sont nées des amitiés. Bien sûr, c'était un moment de grâce. Donc ça a créé une connivence de gens qui ont appris à se respecter, même s'ils ne sont pas d'accord, et qui ont réussi à trouver des consensus, qui était absolument passionnant. Je suis sûr que des amitiés nouvelles se sont nouées à cet endroit. Et aussi peut-être des futures relations d'affaires. Sûrement. Selon nos informations, Emmanuel Macron se serait particulièrement rapproché d'un consultant de la firme. Karim Tadjeddine. Ils partagent les mêmes idées et même une ambition, la conquête du pouvoir. En quelques années, Karim Tadjeddine est propulsé à la tête du département de McKinsey qui vend des missions de conseil au secteur public. Une machine de guerre, du genre à ne jamais regarder ses notes. Il n'y a que 21% qui pensent que les enfants seront plus heureux que nous. Et à égrener les pourcentages à l'infini dans les séminaires. Moins de 40% en Europe, 35% dans le reste du monde. C'est à peu près un tiers, il y en a à peu près 10%. Moins de 10% des métiers, à peu près 2 tiers. Il y a 8%, c'est 50 au niveau de la Terre. 55%, on est à moins de 10%. Emmanuel Macron, après un passage à la banque Rothschild, rejoint François Hollande à un poste clé, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il impressionne le chef de l'État, qui le nomme ensuite ministre de l'économie. Et c'est là qu'Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey vont de nouveau travailler ensemble. 9 novembre 2015. Dans un show digne de la Silicon Valley, le tout jeune ministre présente Noé, un projet de loi pour développer l'économie du numérique. Bonjour à toutes et tous. Il salue les membres du comité qui l'ont aidé à rédiger ce projet de loi. Avec Catherine Barbarou, je vois Jean-Marc Borrello, Nathalie Collin, enfin tous les participants. Pourtant, Emmanuel Macron omet de citer certains noms. Celui d'Éric Labaille, à l'époque directeur de McKinsey France, mais aussi celui de Karim Tadjeddine. En tout, 4 consultants du cabinet ont activement participé à l'élaboration de ce projet de loi. Ce jour-là, ils ne sont pas présents, mais le ministre s'appuie sur leur graphique pour illustrer ses idées. Plus vous êtes à droite, plus le potentiel de pondéré, donc de disruption est élevé, et donc plus vous êtes en fait déjà dans la disruption. C'est-à-dire le numérique, les changements d'usage vous ont bouleversé. Finalement, cette loi ne verra jamais le jour. Tout ce travail fourni par McKinsey n'a pas été facturé au ministère. Tout cela a été fait gratuitement. C'est ce qu'on appelle une mission pro bono. Une pratique très courante dans les cabinets de conseil. Quand McKinsey se met gratuitement au service de ministres, n'aurait-il pas une idée derrière la tête? Par exemple, vendre plus tard des missions ou se constituer un réseau? Un ancien directeur associé
nous explique la stratégie de la firme. Il témoigne anonymement. Pour le protéger, un comédien répète ses propos mot pour mot. Quand le ministre de l'économie vous appelle pour un pro bono, vous ne pouvez pas dire non. Ce sont des gens importants. On veut faire partie d'un club de gens importants. Le pro bono, ça crée un lien pour des discussions avec les clients. C'est créer des opportunités de contrats futurs. On essaye d'être proche de tous les gens qui pourraient gagner un jour de l'importance. McKinsey a donc participé à l'élaboration d'un projet de loi. Mais ils ont fait beaucoup mieux. En coulisses, certains consultants vont servir les ambitions présidentielles d'Emmanuel Macron. À peine arrivé au ministère de l'économie, il songe déjà à devenir le prochain président de la République. Si, il est bien là. Et il a de grandes ambitions. Nous nous sommes procuré un document confidentiel. Jusque-là, jamais révélé. Il dévoile les ambitions d'Emmanuel Macron dès août 2014, avant même que François Hollande ne le nomme ministre. Il est écrit par ses proches. Son nom, Transition 2017. On y lit notamment que les partis républicains, UMP et PS, ne sont plus en mesure de répondre à leurs responsabilités. Il faut donc constituer en 2017 un gouvernement de transition et choisir celui qui représentera le mieux la transition à la présidentielle de 2017. Dans le plus grand secret, des réunions se déroulent au ministère de l'économie à partir de septembre 2015. 2 consultants de McKinsey y auraient participé. C'est ce que va nous révéler un membre du cabinet d'Emmanuel Macron de l'époque. Pour protéger notre témoin, nous avons demandé à un comédien de reprendre ses propos. On nous a fait venir plusieurs fois dans la salle de dîner de Bercy, le soir à partir de 20h. C'était très restreint. Autour de la table, il y avait Ismaël Emelien, le conseiller en charge de la stratégie, Alexis Kohler, le directeur du cabinet, et son adjoint, Julien de Normandie. On est réunis avec des gens de McKinsey. Ça nous est dit rapidement qu'ils font ça gratuitement parce qu'ils croient en la personnalité d'Emmanuel Macron. Karine Tadjeli nous est présentée comme un ami du boss. Ils se connaissent bien. Ils avaient travaillé ensemble à la commission Attali. Il y a un mélange des genres qui m'a rendu mal à l'aise. On nous dit confidentialité totale. On n'a pas le droit d'en parler. Emmanuel Macron répète tous les jours à François Hollande qu'il ne veut pas le trahir. C'est un moment très bizarre. Que s'est-il passé après? La suite de cette histoire se trouve sur cette clé USB.